Aujourd'hui, on va parler de ce méga rebond qu'a fait la Chine en bourse avec 34% et voir si c'est tenable, d'où ça vient et essayer d'avoir un peu les ordres de grandeur. Alors ça a fait la une des médias, enfin les médias bourses en tout cas, comme quoi ça y est, les indices chinois avaient repris 10, 20, 30% en 2 jours. C'est vraiment pas mal du tout effectivement et c'est relativement véloce pour un indice qui est composé de pas mal de grandes caps. Maintenant quand on remet déjà en perspective, oui on a une excellente montée, on voit quand même que depuis un moment on était en descente. Ça ne veut pas dire que ça va forcément redescendre, ça veut juste dire que oui on a gagné vraiment pas mal quand on zoome, mais quand on dézoome, quelqu'un qui aura investi depuis 3, 4 ans, 5 ans n'aurait pas fait grand-chose aujourd'hui. Ça n'enlève en rien à la performance quand même sur les 2 derniers jours, parce que quand on voit qu'on est sur le iShares MSCI China et qu'on regarde ici sa composition, alors il n'y a pas toutes les valeurs ici, mais on voit quand même globalement qu'il y a d'énormes capitalisations et il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc quand un indice comme ça arrive à se décaler de 34%, oui, ça reste quand même un afflux massif d'argent et ce n'est pas provoqué avec rien du tout. Car il faut forcément une bonne nouvelle et une bonne grosse nouvelle officielle pour pouvoir réussir à apporter autant de capitaux. Mais, si on se met ici, on va voir que la bonne nouvelle en est une, mais pas tant que ça quand même. La bourse de Hong Kong, toujours galvanisée par les mesures pour relancer l'immobilier. La bourse de Hong Kong a clôturé en hausse de plus de 6% ce mercredi, dépassant le seuil des 22 000 points. Pour la première fois depuis 1 an et demi, les investisseurs se sont rués sur les promoteurs après que la Chine a dévoilé des mesures pour stimuler son économie et son secteur immobilier en difficulté. On le savait, on a entendu beaucoup de choses, Evergrande, etc. Et tous les autres promoteurs, on avait entendu que c'était compliqué, que la Chine avec l'immobilier, oui, il y avait eu un afflux massif de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes sur 20 ans, et que maintenant on arrivait à saturation et qu'il y avait des quartiers entiers qui étaient vides, qui étaient morts, et que donc l'immobilier était en chute libre. Mais on a des mesures pour stimuler l'économie, et quand ça vient d'un État, forcément on sait que ça va sortir le bazooka, et si en plus c'est une annonce officielle, ça en général c'est quand même très encourageant parce que ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'argent et pendant un petit moment. Je vous passe les différentes augmentations qu'il y a eu, les différentes performances, pour arriver ici au, pour rappel, la Chine a annoncé vendredi dernier la réduction du taux de réserve obligatoire des banques, ce qui devrait permettre d'injecter quelques 127 milliards d'euros de liquidités sur les marchés financiers. Alors oui, on est en euros, il faudra faire la conversion. Pareil, on va voir dans la vidéo que on va parler en dollars, mais globalement, on est quand même sur les mêmes ordres de grandeur. Retenez bien, 127 milliards, on va même se dire 140 milliards de dollars pour dire qu'on est en équivalent, mais globalement, même en gonflant un petit peu, on va se rendre compte que 140 milliards, c'est énorme, et en même temps, pas tant que ça. Et pour relancer le secteur du logement et de la construction, à la peine, plusieurs métropoles ont aussi annoncé dimanche la levée de certaines restrictions locales perçues comme un frein d'achat à l'immobilier. Oui, on a quelques restrictions qui étaient un peu bloquantes, mais on le sait aussi, c'est surtout parce que l'immobilier, les gens n'y croient plus. Et il y en a certains qui placent leur argent dans l'immobilier pour conserver leur capital, mais maintenant ça se sait, qu'il y a des quartiers entiers qui sont vides, qu'il y a des promoteurs immobiliers qui déposent le bilan, que ce n'est pas forcément aussi serein et aussi sûr que ce qu'on pouvait le penser. Donc même si on enlève et qu'on ôte quelques restrictions, encore une fois, quand on a peur et qu'on n'a pas d'argent, on a peur et on n'a pas d'argent, et c'est pas parce qu'il y a une restriction ou deux qui vont être levées que forcément tout le monde va se ruer dessus. Et évidemment, certains qui étaient hésitants vont peut-être passer à l'achat, mais tout le monde ne va pas passer de peur et j'économise parce qu'une récession approche potentiellement à vas-y, j'y retourne, feu, j'investis tout ce que j'ai et je m'en fiche. Et donc, quand on repasse sur le MSCI, on va se mettre ici, on va aller voir Alibaba, qui est une des plus grandes capitalisations et qui elle-même a augmenté vraiment énormément aussi en quelques jours. Ici, on a 39-40%. Donc 40%, c'est vraiment pas mal. Sachant qu'en plus, Alibaba est une belle société qui a un chiffre d'affaires en croissance, c'est un peu le Amazon chinois, avec des réductions du nombre d'actions en circulation depuis quelques temps. On voit ici sur le screener 2 que on a un ROCE qui est un peu bas, mais c'est dans la consommation, vu le secteur, c'est normal. Et on voit surtout du free cash flow qui augmente très fortement depuis des années. On a eu une ou des années en dents de scie, et c'est en partie pour ça que le cours a été un peu massacré, tout simplement parce que ça y est, on était parti sur une belle pente, oui, mais quand on a commencé à anticiper un ralentissement, forcément, c'est redescendu en bourse. Forcément, quand on a une longue traîne haussière et puis qu'on annonce finalement que l'année prochaine, on fera 2 fois moins que l'année précédente, forcément il y a beaucoup de gens qui sortent, et quand les perspectives ne sont pas forcément mieux pendant quelques mois, forcément le cours descend également. Il n'empêche qu'on avait un price to free cash flow qui était relativement bas avant que ça remonte.
On était en novembre 2023 à 7, un price to free cash flow de 7. Et un peu avant l'annonce, on était un price to free cash flow de 10, ce qui est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on est remonté, on a gagné 40-50%, on a un price to free cash flow de 15. Ça reste raisonnable. Maintenant, ce n'est plus une aussi bonne affaire qu'avant, mais ça reste quand même raisonnable quand on voit qu'on a des price to free cash flow de 20, voire de 25 aux États-Unis et que ce n'est absolument pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est presque courant. Quand on passe au screener 3, on arrive ici, on a un PER forcément qui est remonté. On avait la même chose ici en novembre 2023, on était à un PER de 10, donc un retour sur investissement de 10%. Avant la hausse, en août, on était à un PER de 21, ce qui commençait à redevenir non pas exceptionnel, mais un petit peu haut ou dans la moyenne haute, disons. Et maintenant, on est à un PER de 30, ce qui fait que ça reste relativement haut. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ici, la capitalisation. Si on zoome un petit peu, on voit que en août 2024, on était à 210 milliards, on va arrondir à 210 milliards de capitalisation, qu'on est monté à 350. 350 moins 210, on a 140 milliards. Rappelez-vous, le plan de relance, enfin l'économie des banques qui pourrait être réinjectée dans l'économie était de 127 milliards d'euros, on va dire 130, 140 milliards de dollars. Eh bien, voici, tout est monté et on pourrait dire que en gros, ce qui est prévu d'être absorbé dans l'économie vient d'être injecté en 2-3 jours sur Alibaba. Donc, pourquoi je vous mets ces deux chiffres en parallèle? Évidemment, une injection dans l'économie et une capitalisation boursière, ce n'est pas forcément directement lié, mais c'est pour vous montrer que 127 milliards d'euros, on se dit ça y est, l'économie chinoise va repartir, tout va repartir très bien pendant 1, 2, 3, 4 ans et on verra plus tard. Oui et non, on le voit immédiatement, ça a été mis en une journée ou deux, et on pourrait considérer que, en gros, si ce prix-là était relativement juste, on pourrait considérer que ce prix-ci est relativement juste. Et c'est comme si tous les 127 milliards, donc les 140 milliards de dollars à peu près équivalent, avaient été captés par Alibaba et on serait à peu près au prix juste. On est un peu redescendu depuis, on est passé de 210 donc à 275, donc on a quand même pris 65 milliards, donc la moitié en gros de ce qui pourrait être injecté dans l'économie chinoise, mais en gros, c'est pour vous montrer les ordres de grandeur. Oui, 140 milliards de dollars, c'est pas mal du tout, mais ce n'est pas ça qui va relancer un pays comme la Chine si jamais il y a de gros mouvements qui sont contraires. Si vous avez peur d'une récession, que vous avez beaucoup de sociétés qui licencient, que tout ralentit, et même le secteur immobilier qui est en très mauvaise posture pour l'instant a des difficultés, ce n'est pas avec 140 milliards qu'on passe de on a des difficultés, on va devoir resserrer un peu les vis, il y a peut-être une récession qui va se pointer, à finalement, alléluia, on est reparti comme en 40 et on va avoir des PER de 30, 40, 50 et tout le monde va gagner beaucoup d'argent et c'est parti, to the moon. Alors attention, comme d'habitude, c'est à nuancer, ça ne veut pas dire non plus que tout va se refondrer et qu'on est face à une récession inévitable et que ça y est, c'est parti, tout va repartir à la cave et que c'était uniquement un coup de trading. Non, pas du tout. Avec un allègement des mesures, avec un peu plus d'argent qui est dans l'économie, ça peut stimuler, ça peut débloquer pas mal de choses. On peut éviter une récession et avoir une stagnation. On peut aussi avoir des sociétés, au lieu d'acheter un indice entier, parce que là on parle de la Chine, on peut acheter certaines sociétés, faire du stock picking et certaines vont très bien s'en sortir, même en période de récession. Donc attention, ça ne veut pas dire non plus que tout va plonger. Ça sert juste à mettre en perspective et se dire, prendre du recul et se dire, voilà, est-ce que là, les 140 milliards, ça y est, c'est reparti et je mets tapis sans réfléchir, sans regarder quelle société j'achète l'indice chinois et c'est sûr que je vais gagner de l'argent? Ou est-ce que plutôt je mesure mes propos, je regarde et oui, pourquoi pas aller en Chine, pourquoi pas faire du stock picking, mais attention, je reste prudent et je fais comme à mon habitude, je cherche des sociétés qui ont un bilan solide, qui sont potentiellement leaders dans leur marché, bref, qui ont une santé financière et des perspectives qui sont relativement sympas. Si on regarde du côté d'Alibaba au niveau des perspectives, on se met ici, au niveau des finances, en annuel. On avait 8,62 et 8,42, donc une légère décroissance, on va dire qu'on stagne sur l'épaisseur du trait. Et en 2025, ça repart, 9,47, 10,45 et 11,63. Attention, ça reste des prévisions. Les prévisions, ça change. On peut très bien avoir une mauvaise année et une Chine qui part en récession et avoir des prévisions finalement qui redescendent. Mais globalement, on voit bien que quand même, c'est plutôt accordé sur de la croissance et quand même une belle croissance, parce qu'on aurait potentiellement du 10% de croissance sur 2-3 ans, enfin chaque année sur 10%. Donc 10% quand on a un pays potentiellement en récession ou en difficulté, c'est pas mal du tout. Attention quand même, si on se remet sur le graphique,
On est beaucoup monté d'un coup. Alors attention, il se peut qu'il y ait un petit repli, un pullback si on veut parler analyse graphique, mais ça monte rarement en ligne droite. Attention, ça ne veut pas dire non plus forcément qu'il va y avoir un pullback à partir de maintenant. Ça peut encore monter et redescendre seulement ici, mais il ne faut juste pas rentrer en une fois en se disant ça y est, c'est remonté et ça ne va pas s'arrêter. On peut très bien avoir là maintenant, après 30-40% de hausse sur une capitalisation comme Alibaba qui est énormissime, redescendre un petit peu, stagner, potentiellement remonter, oui, mais attention, ou alors rentrer en une fois, mais vous savez que vous êtes là pour le long terme, voire le très long terme, tout simplement parce que après une hausse comme ça, il ne serait pas étonnant qu'on ait une stagnation et que ça se calme un peu, même si après ça repart. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est ici que ça va forcément continuer encore. Rendez-vous compte, 40% sur une capitalisation de cette taille-là, c'est quand même énormissime. On l'a vu, on a pris plus de 140 milliards en ligne droite, puis on est redescendu un petit peu maintenant et on a pris quand même 60 ou 65 milliards depuis 2-3 jours. C'est énormissime, surtout quand on regarde que ça s'est fait dans un laps de temps très court. On en revient donc, comme d'habitude, regardez vos screeners, étudiez si un PER de 29, ça vous convient et si vous considérez que le business model est bon, que l'équipe dirigeante est bonne et que les chiffres sont bons. Regardez également si un price to free cash flow de 15, ça vous va. Ce n'est pas du tout mauvais, mais attention, comme d'habitude, c'est pas parce qu'on est remonté comme ici qu'on va forcément partir encore une fois. On peut très bien redescendre davantage. Donc, comme d'habitude, pas de boule de cristal, pas de ça va monter, pas de ça va descendre et à la cave. Réfléchissez au scénario, réfléchissez à ce qui peut arriver, positionnez-vous en fonction de l'état actuel des choses et faites votre bilan pour vous dire est-ce que j'investirais à ce prix-là, même si je savais que ça allait redescendre. Potentiellement, je pourrais recharger, mais je n'investis pas ici juste pour profiter de la hausse parce que ça ne s'appelle plus un investissement, ça s'appelle faire un coup de trading, profiter d'une tendance et pourquoi pas, ça se fait, on peut gagner de l'argent, mais ce n'est pas de l'investissement et donc à ce compte-là, on ne regarde pas du tout les mêmes données, on regarde plutôt le momentum, on regarde plutôt les nouvelles, etc., et non pas forcément les fondamentaux de la société parce que quand on fait un coup de trading sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour profiter d'une tendance, on se fiche globalement que la société gagne beaucoup d'argent, qu'elle soit stable depuis des années, qu'elle rachète ou non ses actions, on profite juste d'un mouvement, d'une mode et donc d'un afflux de capitaux qui fait monter le prix du titre. Si on regarde un article publié il y a quelques minutes, la banque relève ses prévisions de croissance du PIB chinois à 5,2% en 2025. La Danske Bank a relevé ses prévisions de croissance de 4,8 à 5,2 pour 2025, tandis que les prévisions pour 2024 restent à 4,8%. 4,8% pour un PIB, c'est pas mal du tout. Et surtout, quand on gagne 0,4% en plus, c'est vraiment pas mal. Ce relèvement est dû aux importantes mesures de relance que le pays a récemment dévoilées. Ces mesures constituent l'effort coordonné le plus important pour relancer l'économie depuis la crise financière mondiale de 2008. Nous nous attendons à ce que la Chine prenne des mesures de relance budgétaire après des vacances de la fête nationale, écrit la banque dans son analyse. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça allège. Oui, ça fait gagner un petit peu plus, 0,4%. Mais attention également, on a déjà pris 40% et 30% sur les indices, donc 40% sur Alibaba et 30% sur un énorme indice. Attention, ça ne va pas encore faire x2 dans les quelques jours ou quelques semaines qui vont arriver. Si vous êtes confiant sur la Chine sur le long terme, oui, bien sûr, vous pouvez investir, mais ce n'est pas les 127 milliards d'euros qui vont être lancés là qui vont changer la donne sur les 10 ou 20 prochaines années. Donc, où vous croyez en ce pays sur les 10-20 prochaines années, et à ce moment-là, vous n'avez que faire des 127 milliards d'euros, enfin, c'est toujours une bonne nouvelle, mais c'est une goutte d'eau, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et vous attendez d'autres bonnes nouvelles pour justement vous lancer potentiellement parce que vous êtes toujours hésitant sur la potentielle récession et que oui, c'est un bon mouvement, c'est une bonne chose, mais qu'il va falloir un petit peu plus pour réussir à relancer un pays entier, surtout un pays de cette taille. Un dernier article pour vous montrer ici que on a les 127 milliards d'euros, donc 1000 milliards de yuan qui peut paraître conséquent. On a la baisse de l'apport minimum de 25 à 15%, ce qui effectivement peut aider à relancer un petit peu, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde va se ruer là-dedans. Et surtout, quand on voit la croissance du PIB de la Chine, qui est en décélération depuis 2006, alors attention, oui, on peut avoir des rebonds, mais ça ne veut pas dire que forcément ça va repartir ici. Donc on est sur une longue tendance, on peut être au bout d'un cycle baissier et de rester ici dans une vague, dans un certain range, d'une certaine stagnation. On peut aussi repartir un petit peu en stimulant, mais attention, on ne change pas la trajectoire entière d'un pays, d'un peuple, juste avec une ou deux relances et on est reparti. On le voit ici, la croissance chinoise n'a cessé de ralentir depuis 2007 et peine aujourd'hui à atteindre les 5%.
Évidemment, de tels chiffres seraient considérables pour des pays comme la France, mais la Chine n'a pas rattrapé le niveau de vie des pays occidentaux. Le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, était de 73 637 dollars aux États-Unis en 2023, 55 000 en France et seulement 22 000 dollars en Chine. L'empire du milieu est donc encore en phase de développement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sociétés qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont réussir à repartir et à gagner beaucoup d'argent. Mais attention, comme d'habitude, soyez précis, étudiez vos dossiers, ne vous lancez pas comme ça dans un ETF juste parce que vous avez vu les news avec des gros chiffres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!